La nationale numéro 1, cette autoroute qui dessert le Togo du sud au nord, se voit jonchée par le développement incontrôlé d'une activité tristement célèbre. Des tas de sacs dressés à côté de véritables montagnes de charbon de bois. Damas qui s'activent à coudre les derniers sacs encore ouverts. Et surtout, un balai de camions qui s'arrêtent, chargent et acheminent la marchandise vers les grandes villes. Nous sommes à Nabolgou, dans la région des savanes. Ce commerce, de plus en plus florissant, Amina et son mari s'y adonnent à cœur joie, comme la plupart des jeunes actifs de la localité. Avant, il y avait les arbres à côté. Et les femmes ramassaient pour fabriquer le charbon. Maintenant, il n'y a pas les arbres à côté, c'est un peu loin. C'est pour cela que les hommes vont en moto pour aller fabriquer et apporter. Quand ils apportent, nous achetons, nous revendons. Il m'avait commandé, il est venu prendre 12. Donc, aujourd'hui, c'est ma chance. Une chance qui cache bien une triste réalité, car les arbres qui fournissent le bois, matière première de cette activité, eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Alors ce charbon de bois, d'où vient-il réellement ? Si ce commerce prend de l'ampleur, c'est parce qu'il est alimenté par ces hommes peu scrupuleux qui n'hésitent pas à rentrer dans l'aire protégée et à se servir illégalement. Leur supermarché, c'est ici dans le parc, au Tikiran, où les contrebandiers de bois s'adonnent allègrement à leur forfait. Avec une superficie de 69 000 hectares, le plus grand parc de la région des savanes est à cheval entre les préfectures de la Kiran et de l'Outi Sud. Jadis peuplé de grands mammifères avec un couvert végétal important, ce parc qui faisait objet de curiosité de tous n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. La riche biodiversité a progressivement disparu sous l'effet de déchiffrements non contrôlés, de braconnage, de carbonisation et de coupes frauduleuses. Et comme cela ne suffisait pas, des familles entières ont envahi l'aire protégée et se sont installées au cœur même du parc, à en croire le conservateur. Vous allez voir ce qui se passe dedans. Là-bas, arrivez, vous verrez, vous allez voir une maison qu'un monsieur a quitté ailleurs venu bâtir au beau milieu du parc. Il est là-bas, il fait ses champs. Qui a mis le feu à l'arbre qui est là-bas? Le tamarimier qui est là-bas, qui a mis le feu? Et la fumée que nous on voit là-bas, le charbon, là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est qui? C'est vous, non? Madame, tu as les enfants devant toi, non? Quand toi tu fumes comme ça, là, quand ça va finir, eux, demain ils vont vivre de quoi? C'est ce que nous vivons chaque jour. C'est les champs de coton, les champs de maïs, sésame, soja. Avec carbonisation, ils carbonisent, les gens viennent, ils s'installent, ils carbonisent, ils construisent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est la maison des paysans venant de Dapan qui s'est installée. Tout ce que vous voyez comme champ ici, c'est à lui seul ça. Une seule personne peut venir défricher plus de 10 à 20 hectares et il carbonise. Vous allez voir un arbre, c'est le tamarimier. Dans la zone, c'est le seul tamarimier que nous voyons. Mais un matin, nous sommes venus, le gars a mis feu. D'une superficie de 169 000 hectares en 1971, le parc au Tikiran a été réduit à ce jour à 69 000 hectares après requalification en 2002. Une superficie qui continue de subir des menaces en dépit des efforts de l'administration forestière et des associations villageoises de gestion des aires protégées qui n'arrêtent de sensibiliser les riverains. Comme nous sommes des riverains, nous voyons que le parc part de jour en jour. Nous sommes là pour les sensibiliser, de réduire les dégâts. Au temps de l'harmattan, on ne sait pas, il fait chaud. Au temps de l'harmattan, normalement, il devait faire frais. Et quand on parle aux parents, ils disent non, que les autres vont exploiter le terrain, que c'est à eux. La nouvelle méthode de fumigation des arbres associée au feu de brousse et à la transhumance risque de transformer ce domaine de l'État si rien n'est fait d'ici 2 ans
en un îlot de désert, ce qui aura sans nul doute des conséquences climatiques énormes dans cette partie du pays. Avant que le pire n'arrive, il serait mieux de vite agir. Il faut un décret à haut niveau, un communiqué, pour rappeler à la population que le parc reste et demeure toujours une aire protégée dans toutes ses limites. Et quand ce décret sort, je suis sûr que ça nous appuie aussi. À base de ça, tout le monde est au courant que c'est comme ça, que c'est l'aire protégée et il quitte les lieux. De deux, il faut que le parc soit doté d'un plan d'aménagement et de gestion. Il faut également mettre autour du parc, dans l'aire protégée, les postes de surveillance. Le problème d'effectifs, 6 agents pour couvrir une superficie de 69 000 hectares, on ne peut pas. Il y a un manque réel d'effectifs que je pense qu'on pouvait améliorer aussi. Nous avons espoir que le parc va reprendre, pourvu qu'il y ait une bonne décision. Si après 2 ans rien n'est fait, c'est que tout va disparaître. Mais si nous réagissons à temps, le parc va revenir. Pour atteindre les 25% de la couverture forestière du pays d'ici 2025, le défi majeur d'une gestion participative des 83 aires protégées que compte le Togo doit être relevé. Et le premier responsable du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a déjà un début de solution. Ce que nous allons faire, c'est d'entretenir carrément des échanges et des concertations avec ceux qui sont dans ce parc pour les faire comprendre qu'en réalité, c'est des domaines réservés. C'est des aires protégées et qu'en principe, ils ne devaient pas s'installer là. Je rappelle que déjà en 2002, compte tenu de cette pression, une bonne partie de ce parc a été rétrocédée. On ne va pas continuer par rétrocéder. Maintenant, je crois qu'on doit être un peu plus ferme, tout en essayant de sensibiliser dans un premier temps. Et puis ensuite, avec mes collègues, notamment mon collègue ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Sécurité, nous allons nous concerter pour voir comment on peut faire pour que le parc-là soit libéré. Avec la communalisation, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières compte s'appuyer sur les maires des 6 cantons riverains du parc Oti-Kéran, les préfets, les chefs cantons et villages, pour qu'ensemble, le pari d'une gestion participative soit gagné. Le parc Oti-Kéran, ces terres protégées qui agonisent silencieusement, peut encore renaître de ses cendres et redorer ses lettres de noblesse.